Le journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. À la une ce mardi 29 août 2023, Norbert Bassengezi Katintima, ancien vice-président de la commission électorale nationale indépendante, chez Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale Selondi, le président du ministère des laïcs, a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral, appréciant ainsi les efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections de décembre 2023. Rencontre à suivre dans ce journal. L'actualité nationale, c'est aussi l'organisation de la 8e édition de la conférence de presse trimestrielle par la Chambre des mines. Son président a fait l'évaluation du 10 secteurs depuis 2022 jusqu'à nos jours. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette grande édition de la mi-journée qui débute légèrement en retard pour cause des activités déployées cet avant-midi par le chef de l'État de la capitale Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un deuxième bâtiment à la Cour constitutionnelle. Le président de la République qui a présidé la cérémonie s'est rendu ensuite au Palais du Peuple pour clôturer la première édition du conclave du génie scientifique congolais qui a débuté le 14 août dernier, organisé par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cet événement ambitieux visait à mettre en évidence l'importance cruciale de la recherche scientifique dans le développement national. On y reviendra en force détail dans nos prochaines éditions d'information. Il a entamé une visite officielle de 48 heures en terre congolaise. Le président burundais a eu un tête-à-tête ce lundi avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux dirigeants ont tablé sur la coopération bilatérale entre les deux États. Ils se sont également prononcés devant la presse d'explication avec la presse présidentielle. Après le dernier sommet de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est fin mai dernier à Bujumbura, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, président des exercices de l'EAC en séjour à Kinshasa, a été accueilli ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude accolade, honneur militaire, les deux chefs d'État se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retiré pour des entretiens en tête-à-tête de près de 2 heures. Des questions relatives au renforcement des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura dans divers domaines étaient au cœur de leurs échanges. À l'issue de leur entrevue, les présidents Evariste Ndayishimiye et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au Palais de la Nation. Ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement. Je suis venu en tant qu'ami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc, ce qui touche l'un touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments au peuple congolais quand ils sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. La chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndayishimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ça veut dire qu'il est vraiment et pleinement
investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé. Et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. La rencontre de deux chefs d'État au Palais de la Nation suivie d'un point de presse qu'ils ont co-animé à l'issue de leurs échanges a clôturé la visite au travail du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Le président de la République a accompagné son homologue du Burundi à l'aéroport international de Njili et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'État se sont séparés. À la suite des échanges justement entre le président congolais et burundais, les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un accord en matière de défense et de sécurité afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi, les relations sont au beau fixe. La visite au travail du président du Burundi à Kinshasa a été sanctionnée par une série d'accords de coopération. En présence de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Évariste Ndayishimiye, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba Gombo et le ministre burundais de la Défense ont signé un protocole d'accord de défense et de sécurité entre la RDC et le Burundi. Un communiqué conjoint à l'issue de la visite des travail de 48 heures du président Évariste Ndayishimiye a été lu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Apala. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura-Uvira-Bukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions
entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumongue. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi, présidée par son Excellence Évariste Ndayishimiye, et de Luanda, pilotée par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur les questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sur le continent africain. À cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine, invitant les parties concernées à résoudre cette crise par la voie pacifique. À l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux parties en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi, ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son Excellence Évariste Ndayishimiye a invité son homologue, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique usuel. Également dans l'actualité, la République démocratique du Congo n'a pas accordé à Primera, une firme des Émirats arabes unis œuvrant au pays, des avantages exorbitants dans l'exploitation des minerais dans l'est du pays, tranche le ministre des Finances. Nicolas Kazadi a balayé par le revers de la main les propos du député national Alfred Maïcha, avocat de la société Congocom, selon lesquels le pays accorderait à cette firme de droit émérité Primera des avantages exorbitants. Écoute dans cet extrait choisi pour vous par Gaëtan Magalano. On est en train de faire en ce moment avec Primera Gold et bientôt Primera Metal, s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau, une stratégie à la fois
pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais et non pas la brader et encore moins trahir le pays. Et d'autre part, lutter efficacement contre un des éléments qui explique la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2019 environ que, à la faveur du changement de pouvoir à la tête du pays, les Émirats arabes unis se sont approchés de nous à l'époque pour nous demander qu'on engage une discussion sur l'exploitation de certains produits, et notamment l'artisanat dans l'or, parce que, comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui la principale destination de l'or artisanal produit sur le continent africain. En 2019, ces discussions n'ont pas eu beaucoup de succès. Nous étions encore dans le FCC cash. Il a fallu l'émergence de l'union sacrée de la nation pour que ces discussions soient relancées et que l'on arrive très rapidement à cet accord avec Primera. Il s'agit là d'une avancée majeure, je dirais même d'une victoire. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'exportation ou l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Loin de là. Ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation qui est une entité de l'État congolais, et l'État congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut, moyennant une évaluation annuelle de la performance. Donc c'est ça qu'on appelle récupérer la souveraineté, notre souveraineté sur des questions aussi essentielles que les minerais. Il n'y aura pas de dialogue. Le seul dialogue que les Congolais attendent, ce sont les élections. Ce n'est pas moi qui le dis. Les propos sont de Patrick Moyaka Temboué, le porte-parole du gouvernement, a donné ici la position du gouvernement congolais au sujet d'un prétendu dialogue avant les élections. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ces points de vue, vous pouvez noter avec nous que la commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous, les partis politiques, qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures. C'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre et les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes. Parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections, sur laquelle nous travaillons assidûment, et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Rutshuru, parce qu'à Kwamut, la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit ce midi dans la conférence de presse, ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12 voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet, parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient en mesure de voter et de s'exprimer librement. Il porte sur ses épaules la responsabilité d'organiser les élections dans le délai. Denis Kadima Kazadi, chef d'orchestre des scrutins, patron de la Commission électorale nationale indépendante, a échangé hier avec Norbert Basengezi Katintima, ancien vice-président de cette institution, élu récemment président du ministère des laïcs protestants. Il a loué le travail abattu par le bureau Kadima pour le respect du délai constitutionnel. Je reste Fundo Tumbe, reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu des échanges avec Norbert Basengezi Katintima, ancien vice-président de la centrale électorale, élu récemment président du ministère des laïcs protestants, Milapro. Norbert Basengezi a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral, appréciant les efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait
de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique. Les textes sont là, au niveau logistique. Ils nous ont étonnés quand ils ont organisé l'enrôlement. Félicitations à ces groupes. Nous sommes aujourd'hui le 29 août. Il reste 4 jours pour l'élection présidentielle. À 4 jours, les candidats présidents vont déposer leur candidature. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir compter les jours. Donc nous sommes à moins de 120 jours des élections. Je crois qu'ils ont tenu parole et surtout, je les encourage pour le respect du calendrier. Norbert Bassengizi a par ailleurs relevé que le principe du bon sens recommande que les plus anciens apportent leurs précieux conseils aux nouveaux en vue d'améliorer ce qui peut être pour le bien-être de la population. Autre fait de l'actualité, la 8e édition de la conférence de presse trimestrielle initiée par la Chambre des mines s'est tenue le vendredi 25 août dernier, une activité qui a eu pour cause de fournir des informations vraies sur le secteur minier, occasion pour son président de faire l'évaluation du dit secteur depuis 2022 jusqu'à nos jours. Mireille Ndeke nous fait revivre cet événement de grande envergure. Au cours de cette 8e édition, il était question pour la Chambre de mines de faire un état des lieux du secteur minier de 2022 à ces jours. D'entre-deux jeux, la coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Toundou, a brossé de manière succincte les différentes missions de cette structure de la FEC. La Chambre des mines est une structure créée au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Les missions de la Chambre des mines sont 1. Rassembler au sein de la Fédération des entreprises du Congo toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier. Défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires. Il ressort de cette évaluation une accélération du point de vue des infrastructures. Pour le président de la Chambre de mines, Louis Watoum, les avancées enregistrées sont significatives. Si vous regardez bien sur ce diaporama, vous verrez le nombre d'écoles, le nombre d'hectares qui ont été faits, le nombre de routes, les kilomètres qui ont été faits et autres. Ils sont en hausse. Donc je crois que ce sont des avancées réelles. L'expert technique de l'ITIE, Franck Zira, remercie la Chambre de mines pour son accompagnement dans ses différentes missions, occasion saisie pour présenter la nouvelle norme ITIE et la production du rapport ITIE 2022. Dans la même optique, la Robank, partenaire de la Chambre de mines, a également démontré les efforts consentis par cette banque pour répondre aux fonds de roulement des entreprises minières et des chaînes de valeur, ainsi que le paiement des artisanaux miniers. L'USAID, au cours de cette conférence, a démontré son apport dans la relance de l'industrie minière. Et pour lier l'utile à l'agréable, cette cérémonie a été agrémentée par des chants classiques de Van Nels, un chanteur camerounais. Une délégation des directeurs des urgences humanitaires du système des Nations Unies a séjourné en RDC. Elle a rencontré le ministre des Affaires sociales avant leur descente sur le terrain humanitaire dans le Kivu. Edith Yala. Au cours de ces échanges, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwichai, a souhaité la bienvenue sur les territoires congolais aux directeurs des agences du système des Nations Unies, tout en leur rassurant que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ont pris à bras-le-corps la question humanitaire et sécuritaire en mettant les moyens financiers conséquents pour subvenir aux besoins humanitaires des infortunés, ainsi qu'en travaillant d'arrache-pied avec les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre définitivement fin à la guerre qui insécurise les populations de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Le gouvernement de la République met tout en œuvre pour que les déplacés internes puissent vivre dans les bonnes conditions avant de regagner leur milieu naturel, a rappelé le ministre Mutinga Mutwichai. Satisfait de cette volonté du gouvernement congolais, non seulement de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, mais aussi de prendre en charge les sinistrés, la porte-parole des directeurs des agences de l'ONU, Osnat Loubrani, a au sortir de l'audience affirmé qu'ils sont arrivés en République démocratique du Congo pour palper la triste réalité humanitaire qui traverse le pays. On est tous des directeurs des agences responsables pour l'urgence humanitaire et on est venu à cause des détériorations surtout à Nord et Sud Kivu et à Ituri
On va à Goma demain matin, on va visiter les endroits affectés. C'était un entretien très important. Nous avons échangé sur ce que nous faisons dans cette période d'activation plus renforcée. Pour cette délégation, les actions phares seront menées dans les prochains jours pour lutter efficacement contre ces déplacements des populations. La Fondation Christophe Muzungu en action dans quelques orphelinats de la ville où plusieurs enfants ont reçu des kits scolaires. L'œuvre est signée Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC accrédité en République du Congo, qui tient à l'encadrement des enfants à travers sa fondation. Les détails avec Iverson Kabomba. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Cette citation se justifie par cette œuvre sociale de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal, Christophe Muzungu, qui est venu à la rescousse des personnes vulnérables, veuves et orphelins, réalisée à travers la fondation qui porte son nom. Pour permettre à ses enfants de bien entamer la rentrée scolaire, Christophe Muzungu a remis plusieurs fournitures scolaires aux enfants des différents orphelinats de la commune de Barumbu et des enveloppes consistantes aux femmes veuves pour leur donner l'espoir de vivre. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nos enfants n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'école. Bien que l'école primaire soit gratuite, mais les fournitures scolaires sont à acheter. L'acte de générosité que l'ambassadeur Christophe Muzungu vient déposer a soulagé notre misère et dès la rentrée scolaire, nos enfants iront à l'école, a témoigné l'un des bénéficiaires. La rentrée scolaire pointant à l'horizon, ces dons est constitué essentiellement des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Une manière pour le bienfaiteur d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès le bas âge. Une manifestation de soutien à l'armée congolaise qui se bat contre les rebelles du M23 dans l'est du pays. Elle a été initiée par le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique dans la ville de Tikapa. Franklin Claire Kalombo nous en parle. Animés par la fibre patriotique, les étudiants de l'ISP Chikapa sont descendus ce lundi 28 août 2023 dans la rue avec à la tête les comités de gestion de cette première institution d'enseignement supérieur pédagogique, marché pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant cette période, notre pays fait face à une attaque de rebelles alimentés par le pays étranger, ennemi du bien-être du peuple congolais. Parti de l'ISP Chikapa, cette marche de soutien à nos FARDC a eu pour point de chute l'état-major FARDC 52e bataillon où le corps scientifique et étudiants ont été outillés par le capitaine Boulambo Kijimbingi, chef S4 sur le métier d'armes. Nous sommes amplement satisfaits dans ce sens que nous nous attendions à être reçus, visiter l'état-major et rentrer. Mais notre grande surprise était que on a eu un auditoire, un exposé digne de ce nom par quelqu'un de métier qui maîtrise bien et la théorie du métier de soldat, et nos étudiants en sont regaillardis, ils sont sortis vraiment informés et il a suscité même la vocation, cet amour d'embrasser ce métier de soldat pour défendre l'intégrité de notre pays. Motivé par des leçons apprises en rapport avec l'amour, la défense de son pays et le servir jusqu'au sacrifice suprême de sa vie, quelques étudiants s'expriment. Juste quand je vais finir avec le cursus à l'ISP, j'aurai aussi le temps de faire aussi l'académie militaire, puisque je vois là aussi à l'intérêt, c'est juste pour servir aussi le pays et la patrie. Rendons-nous dans la ville de Kananga où les habitants de certains villages se réjouissent de la construction des bornes de fontaines. C'est un don de Kabongo Topin, cadre de l'UDPS, son séjour de redynamisation des activités de l'UDPS au Kasaï central, à l'Indikaï. Question des femmes et filles de la ville de Kananga et des villages environnants qui parcouraient de longues distances pour trouver de l'eau potable.
Une situation qui exposait ces dernières et qui occasionnait des conflits intercommunautaires. En mission de redynamisation des activités de l'IDPS, Topé Kabongo Mukengeshai a procédé à l'inauguration des bornes fontaines construites avec le concours de la fondation qui porte son nom. À l'occasion, ce cadre de l'IDPS a exhorté ses frères et sœurs des villages concours Chikaji à cultiver la paix et à oublier les passés, car il y a lieu d'espérer avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour soutenir les efforts du chef de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, Topin Kabongo a pris l'engagement de construire et réhabiliter les écoles dans ces villages pour la scolarisation des enfants. Nous sommes très contentes pour ces gestes. On n'ira plus dans la brousse pour puiser de l'eau sale. Avec cette réalisation, nous allons voter pour les candidats qu'il va soutenir. Avec peu de moyens, nous avons construit ces fourrages pour vous. Faites bon usage de ça. Que l'amour et l'unité règnent parmi vous. Partagez cette eau avec vos frères et sœurs des villages environnants. Dans un autre décor, ses proches collaborateurs du chef de l'État est allé remettre la coupe à l'équipe gagnante du tournoi de la paix. C'est l'équipe des jeunes de la commune de Nganza qui est sortie championne. Ici aussi, Topin Kabongo a lancé le message de paix aux jeunes de la ville de Kananga. Tout jeune qui se reconnaît dans les combats de l'IDPS doit travailler sur le terrain pour la réélection de Félix Tshisekedi, a-t-il conclu. Un mot de religion dans ce journal, 25 ans de vie épiscopale pour Monseigneur Stanislas Lukumwena et Léonard Kassanda. La célébration de leur jubilé d'argent a eu lieu à l'église Notre-Dame de Fatima, devant un parterre d'invités de marque, parmi lesquels le cardinal Fridolin Ambongo. On en parle avec Rodé Panda. Et une occasion belle ont été trouvées ce 26 août 2023 pour honorer Monseigneur Léonard Kassanda et Stanislas Lukumwena, tous deux anciens évêques du diocèse de Luisaï et le diocèse de Kolé dans l'espace Kassai. En cette année jubilaire, 25 ans d'épiscopat, un jubilé d'argent réalisé au service du Seigneur Dieu pour gagner les âmes et travailler dans l'épanouissement spirituel et social des enfants de Dieu. Plusieurs personnalités politico-religieuses, les fidèles catholiques ainsi que l'ensemble des gens venus de partout ont rehaussé de leur présence cet événement dans une Eucharistie organisée en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe sous la bénédiction physique du cardinal Fridolin Ambongo. Une cérémonie de foi traduite en action de grâce accompagnée des chants et danses de louanges qui ont galvanisé la fête. Pour le cardinal Ambongo, c'est une fierté ressentie dans la profondeur de son âme de vivre cet anniversaire de ceux qui l'ont précédé dans la vocation et lui ont servi d'exemple personnel et de modèle pour toute l'Église. Au nom de tous les fidèles de l'Église, une mention de gratitude leur a été réservée avec souhait de longue vie de grâce, au-delà des fonctions abandonnées étant devenues évêques émérites. Mais la vie épiscopale n'a pas de fin, a-t-il souligné. Grâce, et rien que grâce reçue du Seigneur Dieu pour les servir et servir son peuple, s'est exprimé Monseigneur Stanislas Lukumwena. Je travaillais pour le développement de ceux qui m'ont été confiés. J'ai fait cela comme un serviteur inutile et aujourd'hui je suis heureux de me retrouver avec 25 ans sur le dos. Ça me fait plaisir. Comme nous tous, nous passons, mais chacun fait ce qu'il peut faire pour que celui qui vient après puisse continuer jusqu'à la fin. Nous avons des dons particuliers et le Seigneur se sert de ces dons particuliers pour pouvoir réaliser son projet de développement et d'évangélisation. Lui et son frère Léonard Kassanda ont combattu les bons combats en laissant aux autres de les poursuivre, chacun selon ses talents. Renforcer l'unité entre fidèles, c'est l'objectif affiché par les fidèles catholiques du renouveau charismatique de 6 paroisses réunies dans le doyenné Saint-Augustin de la commune de Limba. Ce rassemblement vise aussi à prier pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le point avec Emmanuel Commissaire. Les fidèles catholiques du renouveau charismatique de quelques paroisses de Kinshasa se sont réunis au doyenné Saint-Augustin de Limba. Objectif, renforcer la communion fraternelle et implorer la grâce de Dieu pour une paix durable en RDC. Je vais remercier le Seigneur pour tout ce temps qu'il nous a donné l'opportunité de diriger les doyennés avec nos frères et sœurs
du discernement, avec l'appui du bureau diocésain, nos prêtres, nous avons prié pour le pays. Et c'était avec les drapeaux pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est, de Kwamuntu, là où il y a des désordres, pour que le Seigneur puisse exaucer nos prières et finir la guerre pour que l'unité de notre pays soit là. Ces instants ont permis également aux fidèles catholiques du renouveau charismatique, précisément des paroisses Saint-Laurent, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Sainte-Christine, Saint-Adrien et Notre-Dame d'Afrique, de louer les seigneurs à travers les chants et cantiques. Ce courant spirituel entendait le renouveau charismatique est d'abord perçu comme une réponse à la prière du pape Jean XXIII qui avait appelé de ses vœux une nouvelle Pentecôte. C'était en 1975 au cours d'un congrès international du renouveau charismatique. Le premier objectif du renouveau, c'est l'évangélisation. Et nous entrons dans la logique du thème qui nous a été communiqué par le cardinal et d'évangéliser jusqu'aux extrémités. Nous avons aussi l'objectif de la formation. Nous devons former parce que quand on ne forme pas, là, on ne sait pas quand même vivre. Congrès qui a mobilisé 12 000 personnes à Rome, capitale de l'Italie. Place à présent à la revue de presse, une sélection signée Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Face au M23 réfractaire, au désengagement et au cantonnement écrit le potentiel, Kinshasa et Bujumbura agitent la carte de contrainte régionale. À l'invitation de son homologue congolais, note le journal, le président burundais et président en exercice de la communauté est-africaine, Évariste Ndayishimiye, a effectué une visite de travail en RD Congo, et même si l'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont longuement porté leur regard sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers le processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda. Sans passer par le dos de la cuillère, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Agression rwandaise. La force régionale de l'AEC restera à l'expiration de son mandat le 8 septembre, annonce vraie thématique. Selon le confrère, les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, seront maintenues en RDC au-delà du 8 septembre, date d'expiration de leur mandat. C'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion extraordinaire tenue le jeudi dernier à Nairobi au Kenya. Ainsi en ont décidé les ministres de la Défense de 7 pays de l'EAC qui ont convenu de maintenir les troupes de la force régionale de l'AEC en RDC. Ceci dans le but de consolider les progrès réalisés sur terrain. Il y a longtemps, note le journal, Kinshasa avait plusieurs fois remis en cause les actions de la force régionale et avait demandé qu'une évaluation soit faite avant toute extension de son mandat. Arnaque sur une chimérique offre d'emploi, l'Office des routes appelle la population congolaise à la vigilance, rapporte la prospérité. En croit l'Office des routes, des arnaqueurs ont publié sur les réseaux sociaux une chimérique offre d'emploi au nom de la Direction générale de l'Office des routes. Ces individus malveillants ont même annoncé l'organisation d'une conférence ce mardi 29 août 2023 au collège Boboto. Ainsi, le coordonnateur de la cellule de communication de cet établissement public a dans un communiqué précisé que l'Office des routes n'a publié ni dans les réseaux sociaux ni dans d'autres canaux de communication une offre de recrutement en collaboration avec la Banque africaine de développement. Il appelle la population congolaise à la vigilance et réitère son engagement à démanteler ce réseau mafieux. Gentini Ngobila contre Jekoko Mulumba, l'hôtel de ville sous tension, annonce forum des As. Depuis un certain temps, une crise s'est installée à la tête de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Les relations professionnelles entre le gouverneur Gentini Ngobila et son adjoint Gérard Mulumba, dit Jekoko, ne sont plus au beau fixe. En croit à forum des As, les deux personnalités ne regardent plus dans la même direction, le second accusant le premier d'une gestion calamiteuse
sérieuses de la chose publique au sein de l'exécutif provincial, alors que leurs fonctions les appellent à collaborer. Les numéros 1 et 2 de la ville-province de Kinshasa vivent dans une logique de confrontation, conclut le journal. Ainsi va donc l'actualité dans le pays. Patrick Bapouila, Papin Guinama ont réalisé ce journal dans une touche technique de Jean Simatondo, Rebecca Kikoumale, Sylvie Makumbani et coordonné par Jacques Kabouaba, Moukoumuna Sedouga. Je vous retrouve demain à la même heure.